et bienvenue à tous pour votre émission Disputandum, de l'élevage à la mer en passant par les céréales. La Nouvelle-Aquitaine est la première région agricole de France. De nombreux acteurs régionaux d'ailleurs de ce monde agricole sont présents en ce moment même au Salon de l'agriculture de Paris. L'occasion pour nous de parler d'agriculture et d'élevage en particulier aujourd'hui, de se poser d'ailleurs cette question: est-ce que le Salon de Paris reflète la réalité de notre monde agricole? Au-delà des ventes aux enchères prestigieuses avec parfois des bêtes qui sont vendues des milliers d'euros, eh bien, comment se portent réellement nos éleveurs dans notre région, dans un contexte de guerre en Ukraine et avec aussi la nouvelle loi Egalim 2? À quels défis doivent-ils faire face aujourd'hui? Pour en parler, je suis ravie de vous avoir tous les trois avec moi, trois invités. Frédéric Lascaux, bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne Nouvelle-Aquitaine. Vous êtes aussi éleveur ovin et bovin, installé à Magnac-Bourg en Haute-Vienne. Bonjour Hervé Longy. Bonjour. Vous êtes, vous en Corrèze, vous êtes administrateur à Interbio Nouvelle-Aquitaine et vous êtes spécialiste des filières d'élevage bio, régional et national pour les lycées agricoles. Exactement. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis Guy Bourboulou, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président du Herdbook Limousin, éleveur sélectionneur en Corrèze. Oui. Le Herdbook, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que c'est ? C'est l'organisme qui certifie la généalogie des animaux, qui prend les décisions pour les années à venir de l'orientation de la race limousine. Un incontournable quand on bosse effectivement avec des vaches limousines. Ouais, avec des vaches limousines, avec une certification parentale. Alors, je le disais, le 58e Salon de l'agriculture a donc démarré à Paris samedi dernier, le 26 février. Il dure jusqu'au dimanche 6 mars. Est-ce que tous les trois, alors vous êtes ici aujourd'hui en Nouvelle-Aquitaine, mais est-ce que vous y êtes ou est-ce que vous allez y aller, Hervé ? Moi, j'en reviens. J'ai passé donc 2 jours au salon et j'ai été frappé parce que c'était le salon des retrouvailles. Et j'ai été frappé par le monde, par le public qui était là, nombreux, présents au salon. Donc les consommateurs reviennent voir le salon de l'agriculture. Est-ce qu'il y a moins de monde, cependant, que les années d'avant ? Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde aux entrées, et moi qui était sur un hall qui est le hall 4, qui est un hall des instituts. Donc, c'était un hall qui était quand même très fréquenté. Ouais. Et je pense que le hall 1, qui est le hall des animaux, va subir une grande influence. Guy Bourboulou, vous êtes un habitué du salon. Vous n'y êtes pas cette année, mais vous y êtes bien représenté. Alors, l'élevage est représenté. Il a été représenté en début de semaine. Et là, maintenant, il va être représenté en fin de semaine par un autre animal qui est parti hier, quoi. Avec vos enfants. Alors, donc, c'est pas moi qui vais y monter cette année. On va laisser la place à la jeunesse. Ouais. Et pour la 35e fois de suite, au Salon de l'agriculture. Et vous, Frédéric ? Alors, je n'y monte pas cette année, puisque la Confédération paysanne organise en même temps que le Salon parisien des fermes ouvertes sur toute la France, en particulier sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est beaucoup de travail d'organisation. Et on va en parler un peu plus précisément tout à l'heure de cette opération de salon à la ferme. Finalement, au lieu d'aller à Paris pour rencontrer les agriculteurs et les animaux, on peut aussi aller dans nos fermes sur notre territoire. On en dira un petit peu plus tout à l'heure. Avant de parler des problèmes actuels et futurs que rencontrent les éleveurs, notamment à cause de la guerre en Ukraine, on parlera aussi de la loi Egalim 2, je le disais. On va rester sur l'importance du salon de l'agriculture de Paris pour la profession avec ce reportage. Il y a un mois, une équipe de France 3 Corrèze avait rencontré des éleveurs qui s'apprêtaient à partir à Paris. Pour approcher cette limousine, il faut s'armer de patience. Elle ne s'appelle pas odieuse pour rien. Odieuse, la ma grande. À 4 ans, cette vache de caractère va participer à son premier salon de l'agriculture. Odieuse. Elle fait partie des 40 limousines sélectionnées sur 150 bêtes de la région. Alors forcément, c'est la fierté de son propriétaire. Il y a des fondamentaux dans la race limousine qui sont les largeurs de bassin, les longueurs et les épaisseurs de dessus, les qualités de race, les aplombs. Et dans tous ces domaines-là, il faut essayer d'être le meilleur possible pour pouvoir convaincre les juges. Et pour être la plus belle à Paris, Odieuse a le droit au coiffeur tous les jours. Un brushing pour lui permettre d'accentuer sa carrure imposante avant le jour J. Juste avant le salon, pour leur conserver le poil et qu'elles aient beau poil le jour du concours, là, tous les soirs, on prend 5-10 minutes pour les brosser. Après, on fait pas ça à toutes les vaches tous les soirs, sinon on n'aurait pas le temps. En 2022, la famille Hilaire participe à son 18e salon. Une bonne publicité pour la ferme. On fait un métier qui n'est pas évident, c'est pas facile tous les jours. Pour soigner des animaux comme on le fait, c'est beaucoup de sacrifices, déjà du temps et au niveau financier. Et de pouvoir les amener au concours général à Paris, c'est une énorme satisfaction. Lui, c'est Phoenix, un taureau de race limousine du groupement agricole Hilaire, qui concourt également cette année.
Mais à une dizaine de kilomètres de là, son concurrent direct se prépare lui aussi à concourir pour la première fois. Voici Porto. Depuis que les Châtailles l'ont acheté il y a un an, il a décroché une dizaine de titres dans plusieurs concours agricoles. Il a fait premier prix en section et premier prix en meilleur reproducteur qualifié en station. Alors oui, ces éleveurs croient en lui. Pour son âge, parce qu'il n'a que 2 ans, il est quand même plus grand et plus long que la normale. Il a un bassin vraiment très très large au trochanter et aux ichons. Et il se déplace également très très bien. Lavé et brossé régulièrement, père et fils le bichonnent. Des flancs jusqu'au mufle, il doit être irréprochable avant la grande messe. On ne le laisse pas tomber. Et puis en plus, il aime ça. Alors, moi aussi, maintenant, ça fait quelques années quand même que je fais ce métier. Donc j'ai pris un peu de recul, mais c'est une passion. J'aime bien encore participer. Le salon de l'agriculture, traditionnel défilé de politique, l'occasion aussi pour les paysans de rappeler les difficultés de leur métier. Si à l'avenir, on veut toujours avoir des éleveurs et des agriculteurs en France, il ne faut pas nous oublier et nous aider à essayer de vivre de notre métier. Ouverture du 58e Salon international de l'agriculture, le 26 février prochain. Alors on peut dire le 26 février dernier, évidemment, le salon a démarré. À noter tout de même que les Limousins, notamment, sont moins présents au salon cette année. Le département de la Creuse n'y est pas. Il y avait un stand seulement de la Haute-Vienne. Participer au salon, ça a un vrai coût, notamment pour les institutions, les collectivités, pour les éleveurs aussi. Guy, vous vouliez quand même y être. Ça, de toute façon, il faut être présent au salon de l'agriculture. Là, bon, comme me disaient mes collègues, c'est quelque chose qu'on a dans l'âme, quoi. C'est préparer des animaux, et d'arriver c'est le sommet, quoi, de notre métier, aller au salon d'agriculture. Il y a peu d'élus, beaucoup de gens qui veulent y aller. Parce qu'il y a une présélection, effectivement, en amont du salon. Il y a une présélection qui est quand même assez rigoureuse. Il y a 160 animaux de déclarés et il faut qu'ils respectent déjà certains critères. Et parmi ces 160 animaux, il n'y en a que 40 qui sont retenus. Donc la sélection, elle est quand même assez sévère. Tous les animaux ne viennent pas que du berceau, parce que la limousine, maintenant, elle est un peu présente partout en France. Donc il y a des éleveurs qui sont de Bretagne, il y a des éleveurs de Midi-Pyrénées, il y a des éleveurs de l'Aveyron et du Cantal. Ça a un coût quand même pour vous. Ça a un coût, oui. Ça a un coût déjà pour préparer les animaux. Il y a un coût pour l'alimentation des animaux. Et après, il y a le coût du transport, parce qu'un transport sur Paris en semis, c'est 2500 €, qu'on se partage entre ceux qui prennent la semis. Il y a l'hébergement qui est très très cher à Paris par rapport à ce qu'on connaît ici dans notre région. En plus, au moment du salon, je pense qu'ils en profitent un petit peu pour appuyer un petit peu sur les prix. Donc ça fait une semaine qui coûte relativement cher. Oui. Alors une semaine qui coûte cher, qui peut rapporter aussi une vente importante, par exemple, a eu lieu ce lundi au salon pour les éleveurs de vaches limousines. C'était les enchères Blason Prestige. 11 animaux ont été vendus pour un prix moyen de 7 555 €. La vache la plus chère, vous savez d'où elle vient ? Elle vient de la Creuse. Elle vient de la Creuse, voilà. Elle est issue d'un GAEC creusois. Elle a été achetée 10 000 € par un restaurant, Limoujo, le restaurant L'Abattoir. D'ailleurs, on peut se poser cette question, quand on est dans la région, de voir finalement aller à Paris pour acheter une bête qui est aussi de sa région, ça peut paraître un peu paradoxal ? C'est un peu paradoxal, mais bon, je suppose que il a acheté quand même celle qui a fait le meilleur prix des vaches de boucherie. Donc il y a une plaque qui est en conséquence, qui est là. Maintenant, ramener le prix. C'est vrai que quand on parle 10 000 €, ça fait beaucoup pour quelqu'un qui ne connaît pas la valeur des animaux. Mais là, ça va faire une vache, elle va faire 600 kilos de carcasse. Donc 600 kilos, elle va tourner autour de 15 €, pardon. 15 €. On est en 2022. Ouais, 15 €, quoi. Voilà. Ouais. Donc pour vous, effectivement, ce sont pas des prix qui sont exorbitants. Vous avez vendu des animaux pendant cette
cette vente, Blason Prestige? J'ai vendu une vache, oui, mais qui malheureusement n'est pas montée ce prix-là. Ouais. Vous l'avez vendue combien? Elle est partie pour 6 400 €, ce qui va représenter à peu près 10 € du kilo. Alors, on le disait, vous aimez le salon. Alors là, vous regrettez de ne pas y être, du coup, cette année, de laisser la place à la jeunesse? Il faut chacun son tour, quoi, on va dire. Là, il y a 2 ans, c'était moi qui y étais. Là, maintenant, j'ai laissé faire un petit peu les jeunes et ils sont très contents d'y aller. Donc, puis ils se débrouillent bien. Maintenant, il faut savoir laisser sa place un petit peu. Vous y pensez toute l'année, finalement, quand vous travaillez, quand vous élevez, quand vous préparez les bêtes? On ne pense pas spécialement au concours général agricole. On pense surtout aux autres concours, parce qu'il n'y a pas que celui-là. On a le départemental en Corrèze qui est très, très, très important pour nous. On a le national qui est aussi important. Et on a le sommet d'élevage qui se tient à Cournon au mois d'octobre, qui, je pense, au niveau professionnel, est l'un des meilleurs salons professionnels qui puisse exister en France. Est-ce que c'est votre avis aussi, Frédéric? Je crois que la Confédération paysanne, effectivement, trouve que le salon de Cournon est peut-être plus intéressant que le salon de Paris. Qu'est-ce que vous pensez, vous, du salon de Paris? Est-ce que c'est qu'une vitrine pour vous, que c'est que de la communication, ou il faut quand même y aller? Il est divers, le salon parisien. Il y a effectivement ce concours qui est primordial. C'est l'image aussi. Alors, il y a le concours Blason Prestige, il y a le concours de la race aussi, limousine. Qui va arriver. Après, c'est une histoire de professionnel, mais c'est aussi une image par rapport au grand public de la race limousine, de la prépondérance qu'elle peut avoir par rapport à d'autres races. Et puis, c'est un rendez-vous parisien pour le public, et c'est primordial pour nous de communiquer sur notre métier aussi. Je me rends compte qu'à Paris, il y a une génération actuelle qui n'a aucun lien avec le monde agricole. Jusqu'à présent, il y avait toujours un parent, un grand-parent, des cousins, et on pouvait aller en vacances dans une ferme. Maintenant, on est complètement déconnecté. Dans les grandes villes, il y a une déconnexion avec le monde agricole, et ce salon, comme d'autres rencontres agricoles, mais celui-là, le salon parisien, a l'avantage de n'être pas purement professionnel, contrairement à Cournon, qui s'adresse plutôt à des éleveurs. À Paris, tout le grand public peut y aller, et pour les enfants, c'est extraordinaire de voir des bêtes pour de près, parce qu'ils les ont toujours vues à la télévision, et de les toucher. On ne parle pas que des bêtes de concours, il y a aussi les bêtes, des petits veaux, et d'autres choses que les bovins d'ailleurs. Il y a aussi des ovins, des poulets. Et pourquoi vous, alors, à la Confédération paysanne en Nouvelle-Aquitaine et partout en France, vous avez décidé, il y a 1 an maintenant, de faire, parallèlement au salon de Paris, le salon à la ferme? Mais tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de salon à Paris l'an dernier, et que ce vide nous paraissait aberrant, quoi, finalement. Alors que il y a partout en France des fermes, et que toujours dans cette idée de communication, de savoir ce qui se passe dans les fermes, parce que beaucoup de choses se disent, on voit aussi beaucoup de choses négatives sur les abattoirs, sur le bien-être animal, sur les pesticides, etc. Et ces gens qui n'ont pas de lien avec le monde agricole peuvent s'imaginer que c'est partout pareil. Or c'est vraiment que ce qui est mis en lumière, alors que dans les fermes, il y a le bonheur de travailler. Ce qui était important, c'était de retrouver la proximité avec les gens, finalement. Et parler de ce qui va bien, parce qu'il y a effectivement des bêtes magnifiques, et il y a aussi des soucis, et que les consommateurs, on va dire ce mot-là, comprennent comment ça se passe, les difficultés que l'on a aussi à faire évoluer nos pratiques dans certaines, les contraintes que l'on a par la PAC ou d'autres, des contraintes. On va en parler. On va en parler justement de toutes les difficultés que les éleveurs rencontrent. Alors effectivement, c'est l'occasion, quand vous ouvrez vos fermes, d'en parler. Le salon à Paris reste aussi une très belle occasion, peut-être parfois d'apostropher les politiques qui sont tous les ans au rendez-vous. Cette édition ne déroge pas à la règle. Ça a commencé samedi d'ailleurs, lors de l'inauguration par le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Jean Castex, sur fond de guerre en Ukraine. Jean Castex a été interpellé par Olivier Lasternas, qui est le récent nouveau président du Herdbook de la race limousine, donc sur les difficultés de la profession. Écoutez cet échange. La problématique, bon, vous la connaissez, c'est les prix qui ont commencé de monter, mais bon, le ciseau est toujours au même niveau, donc nous, sur nos exploitations, on souffre toujours autant. Et par rapport à ça, je vais dire demain quelle réponse. On a Egalim 2, on a beaucoup de mal à le mettre en place parce que le rapport de force, vous le connaissez, il est filé, mais c'est très complexe à mettre en place. Donc je veux dire, voilà, aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes en mesure de nous apporter, de nous dire, et vers quelles orientations on va aller, quoi. Alors, on va reparler d'Egalim 2 dans quelques instants. D'abord, sur la guerre en Ukraine. Guy, est-ce que, comme Olivier, qui est votre président, est-ce que vous craignez des retombées par rapport à la guerre en Ukraine ?
Oh ben, les retombées, elles n'ont pas tardé à se faire sentir. Je pense que le lendemain de la déclaration de guerre, le blé, il a pris 45 € tonne. Voilà, ça fait partie c'est ça les enjeux pour nous économiques qui vont être très durs à gérer. Alors, j'entends... L'augmentation des coûts de production, vont exploser. Alors, on va continuer en parler. On avait pris à peu près sur un an 30% d'augmentation des coûts des charges. Là, ça va être compliqué. On va continuer à parler de ces craintes, mais j'entendais juste sur les réseaux sociaux un agriculteur qui déplorait l'engagement fort finalement de la France et de l'Union européenne auprès de l'Ukraine, par peur justement de ces sanctions. Est-ce que vous partagez ces craintes-là ? Les sanctions, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut quand même, qu'il faut soutenir un peu ce peuple ukrainien qui me semble dans une misère totale. Je pense que l'être humain oublie rapidement ce qui s'est passé pendant quelques décennies auparavant, et je ne croyais pas voir ça en 2022 arriver à revoir des choses comme ça. Ça m'hérisse le poil, comme on dit. Quoi. Alors, on revient effectivement sur les craintes des retombées pour vous, agriculteurs et éleveurs en particulier. On est allé aussi sur le terrain pour effectivement rendre compte de ces craintes. Je vous propose de regarder ce reportage Emmanuel Denano et Nicolas Chigot au pôle de l'Anneau, juste à côté de Limoges, le pôle de l'Anneau qui rassemble tous les acteurs de la filière. Regardez. Spécialisé dans la génétique de la race limousine, Interlim exporte 50% de ses bovins dans les pays d'Europe de l'Est. Une filière d'excellence qui devait vendre ce mois-ci de nombreuses génisses à un éleveur ukrainien. Mais avant même que la guerre n'éclate, la transaction a été brutalement stoppée. On avait pris rendez-vous en février, donc c'était le 8, 9 et 10. Et fin janvier, donc il nous a envoyé un message. Il a dit malheureusement, toutes les aides à l'importation sont supprimées pour aller au ministère des Armées. Et ça, c'est un gros marché pour vous qui a disparu ? Oui, c'était une centaine de génisses. C'était entre 3 et 4 camions complets, donc entre 90 et 120 génisses pleines. Au-delà de cet exemple, c'est toute une filière qui aujourd'hui s'interroge sur les conséquences d'un conflit qui, de façon générale, devrait faire augmenter les coûts de l'élevage. On a beaucoup de questions à se poser, de savoir si le conflit ukrainien ne va pas nous impacter nos exportations et tout le commerce qui vient, quoi. Plus les charges qui vont exploser. Les matières premières, les céréales et tout, on est dépendant beaucoup. C'est le grenier de l'Europe, l'Ukraine, aujourd'hui. Comment va-t-on faire ? Le gaz pour les engrais, pour tout faire. Aujourd'hui, on ne sait pas comment demain sera fait, quoi. Autre incertitude pour la filière, le devenir des exportations vers la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie, des pays qui partagent leurs frontières avec l'Ukraine. Frédéric Lascaux, vous qui êtes porte-parole de la Confédération paysanne en Nouvelle-Aquitaine, est-ce que vous craignez aussi pour les éleveurs de notre région ces retombées suite à cette guerre ? On est tous pris dans ce conflit d'une manière ou d'une autre. On va l'être, peut-être pas physiquement, mais c'est très difficile. Je me rappelle, il y a 2 ans, au Festival du Mont-Gargan, nous avons reçu un groupe folklorique d'Ukraine et c'était la joie de vivre et des gens avec les mêmes valeurs que nous. On parle aussi de la richesse de ce pays au niveau de la production, c'est-à-dire comme nous, des gens comme nous qui ont un souci qui peut nous arriver aussi. Donc on peut être qu'impliqué. Ce qu'on peut constater aussi, alors effectivement, les conséquences que ça peut avoir sur le prix des intrants, parce que les prix des engrais qui s'alignent sur le gaz russe, je l'ai découvert. Des engrais qui sont fabriqués avec du gaz. Oui, je l'ai découvert à cette occasion-là. Ce qu'on peut constater aussi, c'est que depuis 2 ans, c'est comment on est dépendant. Avec la crise du Covid, on s'est rendu compte qu'on n'était pas autonome en production ici. Là, on se rend compte qu'on est extrêmement dépendant de ces autres marchés. On peut qu'apprécier le fait que l'Europe se réunisse enfin avec cette occasion triste, mais de s'unir, alors peut-être militairement, mais aussi économiquement. On est quand même dans une communauté économique européenne et on réclame depuis longtemps une harmonie dans les échanges, une harmonisation sur le social, sur plein de choses. Et ça va peut-être être l'occasion, enfin, d'arriver à une autonomie européenne et peut-être plus localement sur la Nouvelle-Aquitaine, sur des productions maraîchage et autres qui nous manquent énormément. Alors Hervé, je voudrais vous faire réagir aussi. Est-ce que vous qui êtes spécialiste de l'élevage bio, est-ce que les éleveurs qui sont en bio risquent aussi d'être autant impactés que les autres ? Sans doute les élevages en bio seront impactés, mais sans doute moins, puisque le maître mot de la bio, c'est d'être autonome et économe.
et donc de développer des systèmes qui nécessitent moins d'intrants extérieurs. Mais ce qui se passe au niveau donc, de l'Ukraine, c'est dramatique parce que ça fait un afflux de personnes qui se retrouvent dans des situations vraiment dramatiques. Mais ça doit nous interroger sur ce que nous voulons dans nos assiettes et ce qu'il faudra qu'on fasse pour qu'on soit, tout à l'heure on parlait d'autonomie alimentaire, pour quelles assiettes de demain voulons-nous, quoi, et comment voulons-nous qu'elles soient constituées, avec quoi. Et je crois que c'est très important d'être capable de faire une certaine résilience alimentaire, de manière à ce que dans nos assiettes, on trouve vraiment des produits locaux, des produits qui sont donc issus de nos terroirs. Et avant-hier, j'ai écouté le Conseil national de la résilience alimentaire que j'ai découvert à l'occasion du Salon de l'agriculture et qui montrait qu'il y avait de grands enjeux, parce qu'on parle des enjeux alimentaires avec de reterritorialiser les denrées alimentaires, mais aussi il y a tout l'aspect transport logistique qui est très important au niveau, c'est-à-dire que si demain on est dans un grand conflit, est-ce qu'on est capable de produire à l'échelle de nos territoires de la nourriture pour se nourrir convenablement. Alors déjà la crise de la pandémie nous a fait nous questionner sur cette souveraineté alimentaire qu'on peut appeler de nos voeux, mais quelques données quand même pour nous éclairer. Aujourd'hui, on a doublé nos importations. Un fruit et légumes sur 2 qu'on consomme en France est importé, un poulet sur 3. 75% de ce qu'on consomme dans les cantines est importé. Et souvent, ce qu'on importe est produit dans des pays qui n'ont pas forcément les mêmes cahiers des charges que chez nous. Ça peut poser question aussi. Guy ? Oui, ça peut poser des questions, mais ce qu'on voit là aujourd'hui, on l'a quand même prédit il y a des années, quoi. On disait, faites attention. D'ailleurs, ça se voit bien. Aujourd'hui, la France, elle était au premier rang mondial des exportations agricoles. Là, aujourd'hui, on se retrouve, je ne sais plus combien, mais on n'est pas en tête des exportations. Donc, ça prouve bien que la France, au niveau de son alimentation, de sa production agricole, elle a diminué. J'aimerais bien savoir comment vous travaillez tous les deux qui êtes éleveurs. Guy, vous exportez, comment vous vendez finalement? Alors moi je travaille par l'intermédiaire d'une coopérative, c'est eux qui commercialisent une grande partie de mes animaux. Tout ce qui est la partie repro, parce que c'est un petit peu différent, ça on se fait connaître justement au salon de l'agriculture, on se fait connaître sur les salons qu'il y a, donc on essaye d'avoir des clients qui sont intéressés par notre génétique. Donc il y a de la vente en direct aussi. On fait tout ce qui est reproducteur, on tâche moyenne de faire quand même pas mal de ventes en direct. Et vous, Frédéric ? Alors pour les agneaux, c'est du baronnet qui reste sur le marché français, plutôt parisien. Appellation agneau baronnet, effectivement. Alors que pour les bovins, c'est beaucoup d'exportation sur l'Italie avec du broutard. Mm-hmm. Et donc, du coup, on vit l'Europe au quotidien, effectivement, puisque les transferts font que ces bêtes reviennent sur le marché lyonnais. Voilà, donc, on vit dans des échanges européens, mais en étant confronté à tout ce qui est concurrence intra-européenne, parce que dans les Balkans, ça peut être moins cher que chez nous, justement, parce que les normes ne sont pas les mêmes. Donc, ça remet en question cette harmonisation européenne dont on parle depuis 5 ans. Depuis toute la mandature, il a été question d'arriver à des accords commerciaux simples, et on n'arrive pas... Et je ne parle pas de ce qui vient de l'extérieur en plus, des autres marchés extérieurs. Par exemple, sur les fruits et légumes, on avait le projet de faire une filière fruits et légumes Nouvelle-Aquitaine. C'est quelque chose qui nous fait... Bio, bien sûr, ce qui nous fait rêver. Sauf que quand on est confronté à l'Espagne qui nous envoie des produits bio moitié chers que ce que l'on peut produire ici, ça casse l'herbe sous le pied de ceux qui voudraient monter ça. Donc on est dans une espèce de concurrence, dans un marché commun qui est complètement anachronique, quoi. Où la compétitivité est le maître mot finalement, et le président Macron l'a rappelé encore une fois avec des règles qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Ouais. Oui. Alors, la question finalement centrale, est-ce que c'est pas la rémunération au juste prix pour les éleveurs? C'est en tout cas l'un des objectifs d'Egalim 2 qui doit permettre aux agriculteurs, et notamment aux éleveurs, de répercuter la hausse de leurs coûts de production auprès de la grande distribution. Mais ça reste compliqué de trouver de nouveaux accords. On va en parler ensemble dans quelques instants, juste après ce reportage de Nicolas Chigot et Carole Maillard. Emmanuelle Poirier est installée en Creuse avec son mari sur une exploitation de 129 hectares. Elle élève 85 vaches, dont 10 laitières. Depuis le début de l'année, elle essaie de passer des contrats avec la grande distribution qui prenne en charge ses coûts de production, sans succès. On n'arrive pas à mettre en place cette contractualisation.
On arrive à pouvoir en discuter avec nos maquignons, donc nos marchands de bestiaux, qui eux sont d'accord pour la mettre en place. Mais dès qu'ils arrivent aux portes des OP et des grandes et moyennes surfaces, là on leur dit clairement qu'il est hors de question de rémunérer l'éleveur à son juste prix, c'est-à-dire à notre coût de production. Le juste prix prendra en compte l'augmentation du coût du carburant, de l'alimentation des bêtes, des engrais. On parle de quelques dizaines de centimes d'euros. On sera à 30 centimes de plus au kilo, et ça paraît peu pour les gens quand on dit 30 centimes, mais pour nous, en tant qu'éleveurs, ça représente une belle somme à la fin de l'année et ça représente notre revenu, et un vrai revenu. Côté syndical, la colère monte. La FDSEA et les jeunes agriculteurs envisagent déjà des actions si les contrats peinent à être signés. De son côté, la Confédération paysanne n'est pas non plus enthousiaste. Il y a une prise en compte du coût de production, mais il n'y a pas d'obligation à ce que ce prix soit en dessous du coût de production. En plus de ça, les coûts de production sont en train d'exploser avec la flambée des matières premières. Mais tant qu'ils resteront dans cette logique libérale qui consiste à importer énormément de production des pays étrangers, avec tous les accords de libre-échange, etc., ça va être impossible de sortir à un prix rémunérateur, qu'on soit clair. Du côté des coopératives, l'application de la loi est aussi difficile. Une grande partie de la production de jeunes mâles part en engraissement en Italie, où l'encadrement des prix n'est pas à l'ordre du jour. En revanche, en Creuse, la Selmar et la CCBE, les deux plus grosses coopératives, vont s'allier pour peser plus dans la négociation des prix. On vient de créer une association d'organisation de producteurs, une AOP, pour pouvoir mettre en marché la globalité de notre production de boucherie de façon unique, avec une seule voix. Et comme ça, être plus fort devant les différents acheteurs, les différents abatteurs, devant tout l'aval, en disant si vous voulez des bêtes, maintenant, celles qui viennent de Selmar ou de CCBE, on n'a qu'une seule parole, c'est celle-là. La loi doit permettre d'éviter les dérives excessives, je dirais. Et puis à côté de ça, je pense qu'on ne doit pas tout attendre de la loi. Une organisation des éleveurs complémentaire à la loi que le député Moreau, rapporteur d'Egalim 1, appelle de ses vœux depuis longtemps. En attendant qu'elle se mette en place partout, il confirme que l'État est prêt à prendre des sanctions. Elles ont déjà été multipliées l'année dernière dans le cadre législatif d'Egalim 1, et il y a déjà eu des sanctions, je pense à Leclerc, je pense à un certain nombre de distributeurs qui ont eu des sanctions de prononcées, il y a eu des appels, donc on verra ce que les appels disent, mais de la même façon, il va y avoir des contrôles, là, même il y en a déjà qui sont déclenchés. Les négociations sont en cours entre les éleveurs et la grande distribution. Leur issue dira si la contractualisation a fonctionné et si l'État est vraiment prêt à frapper Bigard et les grandes surfaces au portefeuille. Sinon, la désillusion et la rancœur risquent d'être grandes dans le monde agricole. Alors ça y est, depuis ce mardi minuit, les négociations sont terminées. J'aimerais bien avoir vos avis aux uns et aux autres sur Egalim 2, sur ce que vous pouvez en espérer. Peut-être Hervé ? Du moins, je ne sais pas ce qu'on peut espérer d'Egalim 2, du moins à part la fixation donc, des prix qui soient tunnels, et donc avec un prix minimum qui permettent justement de payer comme il faut donc, les agriculteurs. Moi, ce que je voudrais revenir sur un fait, c'est-à-dire que sur Egalim 1, c'est-à-dire les collectivités locales, et moi je suis maire d'une collectivité locale, on a notre rôle à jouer, on a un rôle à jouer, c'est-à-dire qu'en prenant les 50% de produits sous signe officiel de qualité ou les 20% en bio, et on a ces choses-là à jouer. Et si toutes les collectivités faisaient cette chose-là, eh bien, du moins sur le bio, il y aurait pas une petite crise que nous traversons, et puis ça aiderait vraiment les éleveurs, parce que c'est aussi nos acteurs de terrain. Alors on va revenir sur la crise du bio actuelle. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Frédéric Lascaux, de cette loi Egalim 2 qui vient à la suite d'une loi Egalim 1 qui a été plutôt vue comme un échec ? Elle était un échec parce que l'État, tout simplement, n'a pas imposé des règles. Chacun faisait ce qu'il voulait, et ça fait plus de 15 ans qu'on se bat, parce qu'on sait que l'aval ne veut pas jouer le jeu. Parce que sur le papier, il y a tout ce qu'il faut pour que ce soit une réussite, en tout cas sur le papier. Egalim 2 prévoit plus de transparence sur le prix des matières premières payées par le producteur, le rend non négociable par l'acheteur. Des articles ont été votés concernant l'obligation de mentionner l'origine des produits, dont les viandes dans les restaurants, un renforcement des garanties origine France, l'affichage, etc. Il y a pas mal de choses sur le papier. Je vais peut-être exagérer, mais si M. Leclerc trouve que son litre de lait en France est trop cher, il va aller
le chercher en Allemagne. Donc clairement, il va falloir se battre pour le marché intérieur. Et effectivement, ce qui a permis de maintenir un peu les prix jusqu'à présent, c'est parce que les productions baissent, tout simplement. Il y a moins de vin, il y a moins de bovins, et ça a maintenu les prix. Mais jusqu'à quand et la loi, jusqu'à quand Laval va-t-il traîner des pieds? Alors les sanctions arrivent, c'est nouveau, je ne sais pas jusqu'à quand ça va, quel poids ça va peser. Mais, il faudra qu'il y ait clairement plus de contrôle. C'est ce que vous dites. Oui, mais c'est surtout une collaboration entre cet aval et nous. Et on est vraiment le bout de la chaîne. On est quand même le seul métier où le prix est fixé par l'acheteur. Et c'est le seul moment avec cette loi Egalim où on pourrait imaginer fixer le prix. Mais je vois le désarroi des éleveurs devant des contrats qui font 36 pages, qui vont être évolutifs parce que justement les intrants, et encore je parle pas de la crise, mais maintenant avec la crise de l'Ukraine, on ne sait même plus où on va. Est-ce qu'il va falloir recontractualiser tous les 15 jours un nouveau contrat sur quelle base de coûts de production? On est vraiment devant des inquiétudes grandes et cette crise ne fait qu'en rajouter. Frédéric, vous parlez de désarroi. Guy Bourboulot, est-ce que vous êtes confronté à ce désarroi-là? Bien sûr. Là, actuellement, si rien n'est fait sur le prix actuel des animaux, de toute catégorie confondue, on va perdre dans les années à venir les 3/4 de la production bovine. La loi Egalim 2, c'est une bonne chose si elle est mise en application. J'ai des doutes sur son application, pour mettre en œuvre son application. Contractualiser sur 3 ans, il me semble difficile. Là, même moi, je vais avoir du mal à m'engager sur 3 ans, sachant qu'on ne sait pas le coût des intrants, comment ça va évoluer. Peut-être que ça va évoluer dans le bon sens, peut-être dans le mauvais sens. Aujourd'hui, on parle de rémunérer l'agriculteur, mais si on rémunère l'agriculteur, si on fait les 30% d'augmentation des charges des intrants, il va falloir une augmentation rapide. Mais je la sens pas bien arriver parce que il y a depuis 6 mois à peu près, on sent un petit frémissement de la reprise des cours. Mais on comble pas l'augmentation des intrants. Une vache qui était vendue à peu près 4,20 € il y a 6 mois, 30% d'augmentation des intrants, ça ferait vendre des vaches autour de 5,40 €, un truc comme ça. On en est loin encore. J'aimerais bien qu'on soit un peu aussi précis peut-être sur cette problématique du revenu très faible des éleveurs en particulier, des agriculteurs en général. On peut peut-être rappeler quand même qu'aujourd'hui en France, un agriculteur se suicide chaque jour. Ça, c'est une vraie problématique. Vous travaillez plus de 35 heures, j'imagine, messieurs. Vous travaillez combien d'heures, Frédéric? Je ne compte pas. Tôt le matin et tard le soir. Ouais. Surtout quand il y a des vélages et des agnelages. Et qu'est-ce que vous avez comme revenu? C'est difficile à calculer parce que, comme on disait tout à l'heure, les intrants déjà, on ne sait pas ce qu'on va... Rien que pour mettre des engrais au printemps, on ne sait pas ce que ça va nous coûter. Mais aujourd'hui, sans parler des mois qui viennent et qui risquent d'être plus difficiles. On est loin du SMIC. Après, ce que je vois surtout, c'est qu'un jeune qui veut s'installer aujourd'hui, avec les perspectives de revenus qu'il peut avoir, aucune banque va lui prêter. C'est clair. Et surtout sur des structures telles que l'on a, qui sont lourdes, entre le cheptel, le terrain, les machines. Donc c'est au-delà de nous qui sommes installés, qui en ont fait un petit bout de chemin, c'est tous ceux qui ne peuvent pas arriver au métier et là ça devient inquiétant. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que en fait la plus-value elle n'est pas pour nous les agriculteurs. À la Confédération, on encourage plein d'installations, mais des petites installations sur des petites structures qui sont pas trop chères, on va dire, qui sont et où la valorisation va se faire sur la ferme, sur de la vente de proximité directe ou autre, ce qui n'est pas notre métier. On ne peut pas être à la fois producteur, vendeur, etc. Mais ceux qui n'ont pas les moyens de s'installer vont partir sur des structures de cet ordre-là. Et on se rend bien compte que la valorisation dans des magasins de proximité ou autres, c'est là qu'on peut faire vivre l'agriculteur. Et que l'on a perdu au cours des années toute cette valorisation qui faisait notre richesse. Et puis la chaîne s'est agrandie. Dans le temps, on avait le paysan, le maquignon et le boucher. Et il y avait trois intervenants. Maintenant, les intervenants, les transports, on n'en parle plus. L'abattoir, il est à l'autre bout de la France. La disparition des abattoirs, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On a perdu la moitié de nos abattoirs en 20 ans. C'était tuer du veau de Saint-Thierry à Saint-Thierry, c'était tout un symbole, par exemple. Mais ça, c'est des coûts supplémentaires qui se sont rajoutés et la filière est devenue complètement difforme maintenant et l'agriculteur a perdu tout le pouvoir qu'il avait sur son prix. Réduire les intermédiaires, finalement, c'est ce que vous défendez aussi, Hervé?
Ça peut être une des solutions. Est-ce que c'est ce que vous dites, parce que vous êtes en relation avec les jeunes, justement, les futurs installés en agriculture, dans les lycées agricoles? Alors, du moins, sur le bio, donc, il y a plus de ventes directes sans doute que dans la partie conventionnelle, dans notre partie de l'agriculture. Mais ça représente que 15%, c'est-à-dire que malgré tout, il y a 85% qui sont en filière longue. Et les filières longues là, que je représente aujourd'hui avec la mandature donc, d'Interbio Nouvelle-Aquitaine, c'est des filières qui sont organisées, c'est des filières sur lesquelles il y a des producteurs, il y a des abatteurs, il y a des distributeurs, et ça va donc jusqu'au commerçant final, quoi. Et ce que je veux bien dire, moi, c'est que ces filières, elles sont organisées, elles s'organisent, elles sont bâties, elles s'organisent, et elles essayent d'être innovantes. Et comme disait Frédéric tout à l'heure, alors tout ne pourra pas se faire en proximité, parce que surtout nous, alors si on prend la région Nouvelle-Aquitaine, on a la chance d'avoir Bordeaux, où il y a une masse de population, mais dans notre région, dans notre ancienne région sur le Limousin, il fallait que nos productions partent se faire manger ailleurs, quoi. Et donc Paris, c'était quand même un grand lieu de consommation, Bordeaux, c'en est un autre, et donc ça veut dire qu'il faut une organisation autour de ces choses-là, et qu'on peut pas, du moins, il y a sans doute des magasins de proximité, il y a de l'agriculture de proximité à faire, mais il y a aussi des filières structurées, et que ce soit en conventionnel ou en bio, il faut une structuration de la filière, et la bio est en train de faire une structuration de sa filière, et qui permet même maintenant aussi de se lancer dans des productions un peu innovantes, genre du stevia, donc pour remplacer un peu de sucre, genre le sarrasin, puisque en ce moment les galettes, elles ne sont pas toutes bretonnes, mais il y a aussi les tourteaux corésiens qui sont bien valorisés, et des filières de houblon, des filières qui se créent. Donc la bio aussi crée de l'innovation au plus près des territoires, mais qui ne sont pas forcément mangées que dans le territoire. Alors vous parlez effectivement de bio, de circuits longs, de circuits de proximité. On reviendra sur les circuits de proximité tout de même. Circuits de proximité qui ont tiré quand même leur épingle du jeu finalement de la crise sanitaire. Contrairement au bio dont la demande marque le pas ces derniers temps, le marché déclasse même le lait et les œufs bio au prix du conventionnel, de quoi inquiéter notamment ceux qui sont en pleine conversion. Je vous propose de regarder le reportage dans la Sarthe avec ce reportage d'Hugo Capelli et Chloé Corméry. Il se lance dans le bio, mais sans enthousiasme. Producteur de lait depuis 2005, il a longtemps hésité avant d'accepter de démarrer une conversion bio dans les prochains jours. Je vais être dans un modèle que je connais pas ou que j'ai pas appris lors de mes stages, que j'ai pas appris à l'école. Mais je risquerais de le regretter si les prix plus ou moins promis ne sont pas tenus. Il est inquiet car la crise sanitaire a eu des conséquences sur la vente des produits bio. Pour la première fois en 20 ans, les achats de fruits, de légumes ou de produits laitiers certifiés agriculture biologique ont ralenti. Si la situation perdure, les prix pourraient baisser. Un agriculteur en conversion pourrait ne pas s'y retrouver. Les années qu'on vient de passer financièrement sont déjà très compliquées. Donc entamer une conversion, on sait qu'une conversion c'est risqué financièrement. Avec le Covid, nos modes de consommation auraient-ils changé? Les chiffres montrent que les Français semblent désormais privilégier le local plutôt qu'un produit labellisé bio. En fait, c'est la proximité qui est plébiscitée par les consommateurs. Les produits se conservent mieux lorsqu'on les achète au marché qu'en grande surface. Donc déjà, ils ont pas vécu les transports de plusieurs jours. L'appellation bio d'un supermarché, c'est un peu plus une démarche marketing pour moi qu'une démarche réelle. D'ailleurs, là où les ventes de bio ralentissent, c'est surtout dans les grandes surfaces, moins 3% par rapport à 2019. Ici, dans ce supermarché, on trouve des poires bio importées d'Espagne et des bananes bio sous plastique venues de République dominicaine, vendues à des prix élevés. Mais si la croissance du bio marque le pas, la situation n'inquiète pas ce représentant d'agriculteurs. En fait, on a peut-être été presque trop performants en augmentant depuis 4 ans les surfaces en bio, en les doublant carrément. On a un grand nombre de produits qui arrivent sur les marchés et qui incitent les coopératives et les transformateurs à nous dire doucement, on a un petit peu trop de produits en ce moment à mettre sur les marchés. Mais ceci dit, il ne faut pas freiner trop fort parce que les marchés continuent de progresser. En France, le bio pèse aujourd'hui 12 milliards d'euros. Hervé Longy, spécialiste donc du bio, la croissance vertigineuse du bio qui a augmenté quand même de 10% en moyenne par an depuis 2012, depuis 10 ans. Est-ce qu'elle a atteint cette croissance sa limite ?
Je ne sais pas s'il a atteint sa limite. Du moins, la croissance du bio, c'est vrai que depuis 10 ans, elle était même supérieure à 10%, puisque certaines filières montaient à 20%. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'année 2020, ça a permis aussi un bond phénoménal. L'année Covid a permis un bond phénoménal de la bio. Et si on regarde l'année 2021 par rapport à l'année 2019, on s'aperçoit que la bio, elle est malgré tout en progression, quoi. Mais par rapport à 2020, 2021 versus 2020, il y a une légère stagnation, voire régression. Et surtout dans les grandes surfaces. Comment vous expliquez ça alors ? Je pense qu'il y a une explication peut-être liée aussi au pouvoir d'achat, mais il y a surtout une explication que le Covid, les gens sont revenus à un système d'achat qui est différent. A priori, on le voit dans le reportage, de la proximité. La proximité, mais aussi ce qui se passe dans les gens qui vont faire leurs courses dans les grandes surfaces. On s'aperçoit, c'est d'après une source Kantar, c'est que le panier, du moins le caddie moyen, il a considérablement augmenté. Et quand le poids du caddie moyen augmente vraiment, eh bien, c'est au détriment des produits qui valent cher. Et le bio, c'est quelque chose qui vaut un peu plus cher que que du conventionnel. Après, tout à l'heure, là, on regardait dans le reportage, il faut quand même savoir, les bananes, il n'y en a pas qui sont faites sur le sol métropolitain français. Ce sera difficile d'en trouver. C'est difficile d'en proximité. Donc, qu'elles soient bio ou conventionnelles, elles viennent de l'extérieur, quoi. Voilà. Alors, la question du plastique, elle va être réglée par la loi. Et l'autre partie, il faut quand même savoir que pour les produits bio, 85% des produits bio viennent de France. Donc alors on peut trouver, de la poire qui vient d'ailleurs, mais 85% des produits bio sont français. En tout cas, par rapport aux difficultés des éleveurs, puisqu'on parle surtout d'élevage aujourd'hui, le label bio pouvait être une porte de sortie, peut-être pour valoriser sa production. Ça semble un peu moins le cas aujourd'hui. Oui, Hervé ? Oui, alors moi je veux juste rebondir. Je pense que du moins quand on est éleveur, et donc Guy et Frédéric donneront leur qui ne sont pas en bio, tous les deux. Qui ne sont pas en bio, mais donneront leur... Je pense que l'idée, c'est d'être le plus autonome et le plus économe possible pour faire des choses, pour produire des kilos de viande avec ce qu'ils ont sur leur exploitation, quoi. Ensuite, la partie, le bio permet de mieux valoriser. Alors, et oui, il y a une légère stagnation, mais ça fait partie quand même au niveau du consommateur des choses, des labels qui sont le plus garantis. Il y a une garantie officielle sur l'environnement et une garantie aussi sur le bien-être. Alors, il y a ce qui se passe actuellement, c'est que il y a une stagnation du bio, il y a beaucoup de labels aussi qui existent et qui peuvent rentrer en concurrence avec le label bio. Je voudrais rebondir justement par rapport à ça, c'est que le label justement, il s'est peut-être rapproché un petit peu du bio, et c'est pour ça que... De quel label vous parlez ? Le label rouge. Alors bon, je parle plutôt en bovin viande parce que je connais pas trop le bio sur tout ce qui est légumes, fruits et tout ça, mais sur le cahier des charges des labels, viande rouge, on se rapproche beaucoup du bio. Donc c'est peut-être une partie de ce label qui a pris la place un petit peu du bio. Pourquoi d'ailleurs vous n'avez pas souhaité vous installer en bio, vous convertir peut-être en bio, Frédéric ? Parce que l'exploitation est assez ancienne et puis quand elle tourne d'une certaine manière, c'est difficile, c'est plus facile de s'installer dans une nouvelle production bio par exemple, ou de partir de zéro. Que de se convertir. Alors je pense qu'il y a des productions qui sont plus faciles peut-être à mettre en bio que d'autres. Faire des fruits ou des légumes bio, je pense que c'est plus facile que de faire du bovin bio. Les marchés sur les bovins bio, ils sont pas très... alors nous, en conventionnel, c'est structuré. En bio, il n'y a pas trop de marché broutard bio. Il y a pour la viande en caissette bio, d'accord. Mais tout ce qu'il n'y a pas pour le broutard bio, parce que c'est la grande production en Limousin du broutard. Bon, j'ai pas fait le pas de passer en bio parce que les charges alimentaires, alors on me dit que ça coûte moins cher de faire du bio. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Hervé, parce que un aliment bio, il coûte quand même beaucoup plus cher qu'un aliment conventionnel. Déjà qu'aujourd'hui, un aliment conventionnel par rapport à l'an dernier, on a pris 100 € tonne. Je sais pas à quel prix est l'aliment bio, mais voilà. C'est une question de prix, Hervé Longy ?
Du moins, c'est une question de reconception de son exploitation, du modèle de l'exploitation. C'est-à-dire que faire du bio, si on change un modèle conventionnel pour passer uniquement en bio, sans changer, c'est-à-dire que on prend de l'aliment conventionnel, on passe de l'aliment bio, évidemment, oui, ça va coûter plus cher parce que les coûts de production vont augmenter. L'idée, quand les gens font le pas en bio, et on le voit bien dans les lycées agricoles, c'est de faire, et c'est les exploitations après qui marchent le mieux, c'est celles qui font de la reconception, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on fait pour que l'alimentation soit produite plus sur son exploitation et donc qu'elle soit moins dépendante des achats extérieurs. On le fait quand même déjà. Oui, mais c'est vrai, parce que ce que tu disais tout à l'heure, là, Guy, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'une partie du conventionnel challenge le bio par rapport, notamment le label rouge, qui est un des labels dans lequel le consommateur a confiance. Après, il y a aussi d'autres choses qui font qu'avec tous les labels qui sont moins efficaces que le label rouge, les labels de zéro quelque chose, c'est-à-dire le zéro pesticide, le zéro résidu, du HVE, ça aussi entretient de la confusion qui permet pas forcément aux consommateurs de bien s'y retrouver. Et puis après, le bio sans doute a manqué à pêcher peut-être par défaut sur le fait qu'il n'a pas recommuniqué, et il devrait recommuniquer sur ses valeurs, et les valeurs qui sont aussi partagées par d'autres labels, c'est-à-dire les garanties environnementales et le bien-être animal. Qui sont des enjeux sociétaux aujourd'hui très, très forts. Juste d'aparté, je suis agréé HVE et je ne suis pas haute qualité environnementale. Voilà. Et par quelle méthode? La A ou la B? Alors, vas-y, parce que là... Alors, on ne va pas rentrer dans un débat spécialiste. Parce que c'est très discuté. La méthode A, c'est par rapport à des linéaires, à des choses qui ont un intérêt écologique. Donc voilà, et la méthode B, c'est par rapport à une masse financière, c'est-à-dire la masse des intrants. Et la méthode B, elle est très discutée en ce moment, notamment par la communauté scientifique. Donc les différents labels sont effectivement discutés. Le consommateur, je voudrais qu'on en parle, parce que finalement, le pouvoir n'est-il pas entre les mains, en grande partie, du consommateur aujourd'hui, et Frédéric? Mais justement, cette multiplication des labels a perdu le consommateur. Alors aussi bien le label rouge que la bio ont réussi à tirer leur épingle du jeu, mais il n'y a pas une marque distributeur qui n'a pas son label. Bon, les HVO autres qui se rajoutent. On voit dans des produits sous plastique, avec un tas d'étiquettes dessus. Et à l'arrivée, ce que choisit le consommateur, c'est souvent le prix, finalement. Et le label vient rassurer ou peut-être faire sortir en tête de gondole un produit. Moi, je vois avec l'année d'expérience que l'on a sur le Covid, le retour des marchés de plein vent, par exemple, où il y a un lien avec le producteur, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire cette confiance que les labels ont essayé de faire retrouver sur des marchés de plus longs, la proximité permet de les retrouver immédiatement. J'ai peut-être une image ancienne, mais quand on est à la boucherie, qu'on trouvait l'ardoise du producteur avec le veau vient d'un tel, l'agneau vient de... C'était extrêmement rassurant parce qu'on savait même, on pouvait même aller voir le paysan pour lui poser la question. Bon. C'est ça qu'on a perdu. Et on a perdu ça, qui a été remplacé par les labels qui permettent effectivement de faire des kilomètres et de se raccrocher là-dessus. Mais le consommateur a perdu ce lien de confiance avec l'agriculteur. Et aussi bien le salon de l'agriculture que les fermes que l'on fait et les marchés où le consommateur retrouve le producteur, peut lui poser des questions. Comment est fait ton produit? Et après, on peut se faire des batailles de je produis mieux que toi, je suis plus... Mais à l'arrivée... Plus vertueux. Oui, on n'a pas forcément besoin d'un label si on est capable de vendre son produit et qu'on l'a fait du mieux possible. Voilà. Et même dans les labels, même dans la bio, entre la bio européenne, la bio française, etc., il peut y avoir des niveaux de voilà, il y a une histoire. Tout n'est pas si facile à interpréter pour un consommateur, alors que le rapport avec le producteur, c'est quelque chose qui est voilà, le rapport avec le consommateur et le producteur, je trouve que c'est effectivement une des questions centrales. Vous parliez de circuits longs, on a évoqué aussi les circuits de proximité qui ont quand même effectivement tirer leur épingle du jeu de cette crise de la pandémie, avec des gens qui voulaient retrouver quand même un lien dans leur assiette entre leurs aliments et là d'où ils viennent, les producteurs. Est-ce que ça peut être quand même finalement une piste pour améliorer vos revenus à vous, éleveurs, peut-être miser un peu plus sur ce rapport au consommateur et sur des circuits de proximité? Je vais répondre là. Je pense que du moins les élevages, ils ont eu tendance à grandir, quoi. Et voilà,
Et puis les lieux de production ne sont pas systématiquement le lieu de consommation. Et moi, mon fils est installé en agriculture, il ne fait pas de la vente directe, il est dans des circuits organisés, comme disait tout à l'heure Guy, c'est-à-dire dans une coopérative et qui est en la charge de la mise en marché. Parce que, et Frédéric tout à l'heure le disait très bien, c'est-à-dire que c'est un autre travail aussi d'aller vendre directement auprès du consommateur, d'aller faire les marchés, c'est un autre travail. Alors oui, il va y avoir une certaine forme d'agriculture qui pourra faire ça, ça va être des exploitations autour de certaines villes, avec des fermes maraîchères, type... voilà. Là, je suis tout à fait d'accord. Et par contre, la viande, c'est un autre métier, parce qu'il faut que ça passe par un abattoir, il faut que ça passe par une salle de découpe, et donc c'est des circuits plus longs. Et puis la viande, elle se mange à peu près partout, du moins elle se mange. Toute notre viande corrézienne, si on devait manger toute la viande qu'on produit, tous les jours on mangerait de la viande, et on en mangerait jusqu'à plus faire. Donc vous dites qu'il faut faire cohabiter finalement circuit court et circuit long, finalement. Mais pour que ces circuits longs puissent être aussi rémunérateurs pour vous, producteurs, qu'est-ce qu'il faut faire ? En conclusion, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est compliqué à dire, mais moi, ça fait 30 ans, un peu plus de 30 ans que je suis installé. Ça fait 30 ans que je connais les mêmes prix. Que je le ramène le franc en euros ou de l'euro en franc, comme on veut, c'est toujours le même prix. J'ai connu que ça. Alors qu'est-ce qu'on a fait ? On a agrandi les cheptels. Je suis passé de 100 vaches à 200. Je suis avec à peu près le même nombre de personnes du TH par exploitation. On a toujours de plus en plus de travail. Aller faire les circuits courts, c'est compliqué parce que il y a déjà tout le travail à faire dans la maison, c'est ce que disait Hervé. Il faut qu'on délègue un petit peu. On peut pas tout faire, quoi. Alors si je résume, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, depuis des années, vous avez plus de travail, vous avez agrandi, donc plus de crédits aussi, et vous avez finalement moins de revenus. On a agrandi, on avait compensé la perte de revenus par l'augmentation par l'augmentation du cheptel. Du cheptel. Ce qu'il y a, c'est que tout homme trouve une limite au travail, et on est arrivé au bout. C'est-à-dire qu'on est tous les jours, 365 jours, dans le guidon, le samedi, le dimanche, parce que les animaux, c'est ça, c'est d'y être le samedi et le dimanche. On l'a choisi, je ne me plains pas. Simplement, j'aimerais voir au moins une rémunération derrière qui soit un peu comme décent. Tout le monde. Et pour conclure, parce qu'on a encore juste 30 secondes, qu'est-ce que vous espérez pour vos enfants qui prennent votre suite ? Qui connaître des prix meilleurs. Et moi, je pense que, du moins, c'est pas pour conclure. Vous avez 20 secondes pour conclure. Je pense que, du moins, il faut que les collectivités s'approprient vraiment, et les collectivités ont un rôle à jouer. Il faut que, par rapport à la loi Egalim, les 50% de produits de qualité, il faut qu'ils viennent de nos terroirs. Il faut que les 20% de produits bio viennent de nos terroirs, et qu'on a une agriculture quand même qui répond à des normes environnementales et à des normes de bien-être. Il faut aider les agriculteurs et les collectivités, aidons-les. Et vive notre agriculture. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus participer à cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez aller aussi dans les fermes qui ouvrent leurs portes partout en Nouvelle-Aquitaine grâce à l'opération Salon à la ferme menée par la Confédération paysanne. En allant sur le site de la Confédération, vous retrouverez les bonnes adresses. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous dis belle fin de journée. À bientôt pour un prochain Dispute en double.